Moi je sais pas, mais je connais quelqu'un qui a jeté son lit une fois pour avoir moins d'objets. Mais par exemple, la brosse de mes toilettes, quelle joie ça m'apporte. Le logo de quoi? De Flotoyo. Ah, Un état d'esprit pour... renoncer. Chacun, on doit vider la moitié de la maison. Objectif. Oh là là, minimalisme des écouteurs, avoir un podcast avec le moins d'auditeurs possible. On essaie de faire un podcast minimaliste. Ça, on y arrive très bien. Faites en sorte que l'espace commentaire ne soit plus minimaliste. Sur ce, bonsoir et bienvenue dans Flotoyo. Épisode 3. Après 2 semaines de pause parce que To est allé visiter l'Europe centrale. Pas sa vie, ça va. Peut-être qu'il nous en parlera. Mais tout d'abord, le sujet du premier épisode, c'est le minimalisme. Et aussi, on va répondre aux commentaires et aux questions du sondage. Nombreux commentaires. de nombreux Exactement. commentaires. Les commentaires les plus positifs de la chaîne Flotoyo. Unique commentaire. Bon, merci pour la présentation. Merci à ceux qui ont commenté donc sur le podcast. Frida Calelo qui dit très bon premier podcast. Les sujets abordés sont extrêmement intéressants. Merci beaucoup, ça nous touche du fond du cœur. On va essayer de s'améliorer par la suite pour proposer plus de qualité, avec plus d'élocution, avec meilleure voix, meilleur rendement, tout ça. Voilà. Et on vous avait posé aussi un sondage sur le dernier épisode qui était sur le MBTI, qui était un indicateur ou un effet d'horoscope. Vous avez répondu tous à 100% que le test MBTI est très utile pour en tout cas essayer de trouver un indicateur de personnalité. Alors, comme on l'avait dit pendant le podcast, ce n'est pas apprendre à 100% au pied de la lettre, mais en tout cas ça peut donner des indications sur comment on fonctionne. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lance notre sujet maintenant? Oui, moi je dis on peut partir sur le sujet, puis on voit où ça nous mène, et un peu comme d'habitude en fait, on voit où ça nous mène. Alors le minimalisme, c'est un sujet un peu pêle-mêle. J'ai l'impression ça veut tout dire et rien dire. Ça dépend aussi de comment chacun prend la définition du minimalisme. Mais je pense que personnellement que le minimalisme, ça englobe plein de choses dans la vie, aussi bien quotidien, les choses qu'on fait le matin par exemple quand on se lève, ça peut être les choses qu'on fait quand on est au travail, donc les tâches, est-ce qu'on cherche l'essentiel dans ce qu'on fait. Moi, je pense que c'est vraiment tout autour de ça qu'il faudrait qu'on en discute tous ensemble durant cet épisode. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi dans ma tête, le minimalisme c'est les gens qui par exemple se limitent à avoir 100 objets sans objets, c'est quoi pour la vie ou c'est Dans ta garde-robe en total, quoi, un truc comme ça. ouais, 100 objets du quotidien, c'est-à-dire que tu as le droit à avoir que 100 objets. Ok. Tout le reste, tu vires et tu vis qu'avec 100 objets différents. Donc ça compte les assiettes, les fourchettes, les passoires, les vêtements, tout confondu, sans objets. Et donc ils vivent... Ouais, c'est le minimalisme par le minimalisme de... Comment dire? Du matérialisme, ça veut rien dire. Ouais, matos total. Ouais, de la vie, en fait. En fait, c'est de s'alléger physiquement le plus possible, quoi. Ouais, bah en fait, j'avais un peu étudié la question parce que j'aime bien en fait avoir peu d'affaires. Je trouve que c'est une charge mentale d'avoir trop d'affaires. Et je crois que c'est dans Fight Club où il y a Tyler Durden, il sort une phrase pour résumer ça, que j'ai oublié. Mais en fait, ce que tu disais, ouais, c'est pas avoir forcément un nombre obligatoire, c'est pas quelque chose de. C'est pas une obligation, c'est une indication en fait. Il faut plus voir ça comme ça. Genre, par exemple, mettons dans ta garde-robe, tu as 50 items. Essayez de se rapprocher d'avoir 50 items, quoi. C'est plus ça l'idée. Et d'étendre ça à plus de choses. Donc, tout ce qui est dans ton appartement, etc. Ça peut être aussi pour les relations sociales. D'ailleurs, on va virer un des trois ce soir. Non, mais voilà, c'est plus ça l'idée. Plutôt que d'être ultra. Prendre ça au pied de la lettre, quoi. En mode. Rigide en fait. Ouais, ça. Ouais, finalement d'être ultra rigide autour de règles, mais qui n'ont pas forcément
vocation à être. euh, Parce que c'est quelque chose qui doit être naturel. J'imagine le minimalisme, ça doit être quelque chose d'évident pour la personne. Bah, le but, c'est de réduire la charge mentale, parce que ouais, ce qu'il dit dans Fight Club, en fait, c'est que tout objet que tu détiens finit par te... Non, tout objet que tu possèdes finit par te posséder. Alors ça, c'est les inconnus. Tout bien que tu détiens Ouais, il y a ça aussi. est un souci qui te retient. Et moi, je donne tout à Skippy. Mais ça, c'est les inconnus. Mais oui, je vois, les objets finissent par nous posséder. Ouais, c'est ça. Les gens achètent des merdes avec un salaire, je sais pas quoi, des merdes qui leur servent à rien, avec de l'argent qu'ils ont pas. C'est une histoire comme ça. Mais en gros, bref, c'est ça. C'est... Les objets peuvent donner une charge mentale et essayer de la réduire en ayant le moins d'objets possible. Maintenant, c'est comme tout, hein. Si ça te pose un problème et que tu as plaisir à avoir plein d'objets, je pense que bah, fais-toi plaisir. Mais si tu fais ça, c'est parce que ça ne te dérange pas d'en avoir plein. Et moi, c'est ce que je fais, ça ne me dérange pas. Et j'essaye d'appliquer ça. Et finalement, c'est aussi, ça je me rappelle, on m'a toujours dit, c'est une règle. Si tu as un objet plus d'un an dans ton placard ou dans ton garage, mais que tu ne l'en sers pas, finalement, est-ce que ça sert de le garder? Et donc, peut-être que les gens, à partir de ce postulat, se disent réduire le nombre d'objets. Finalement, on achète des choses, mais c'est superflu pour notre vie parce qu'on va s'en servir peut-être une fois dans sa vie. Et ce serait peut-être plus intéressant d'avoir à ce moment-là un troc, on va dire, avec d'autres personnes qui ont l'objet, qui s'en servent plus souvent. Et on pourrait tout simplement s'entraider en s'échangeant des objets qu'on aurait besoin qu'une fois, mais que la personne pourrait en avoir plus souvent. Donc le minimalisme pourrait être à ce niveau-là. Donc d'éviter d'avoir toute la communauté à acheter des choses en doublon. On pourrait tout simplement se partager des outils. Je pense notamment aux outillages. Souvent c'est très peu utile pour nous, surtout quand on vit en citadin plus qu'à la campagne. On va avoir souvent peut-être avoir besoin d'un marteau et des clous éventuellement, mais pour tailler un arbre ou quelque chose comme ça, je pense pas que acheter un outil Bosch de très haute qualité à 600 balles, ça serve sur le long terme, quoi. Donc, Ouais, je pense que c'est assez intéressant comme façon de voir le minimalisme, plus que la règle des 100 objets qui est un peu... Je pense que c'est les mecs un peu hardcore qui font ça. oui. Mais le coup de... Si t'as un objet pendant un an et que tu t'en sers pas, ouais, c'est une règle assez intéressante. Et par rapport à ce que tu disais sur se prêter des objets et tout, il y a un truc avant qui s'appelait avoir des voisins et des relations sociales. Et en fait, c'est à ça que ça servait. Avant, tu demandais des trucs à tes voisins parce que tu les connaissais. Maintenant, plus personne connaît ses voisins. Mais paradoxalement, ça vient aussi avec le fait d'être citadin. C'est-à-dire qu'en fait, les endroits où les gens connaissent leurs voisins, c'est dans les villages. Et paradoxalement, quand tu es citadin et que tu as moins besoin des... Ou est-ce que c'est paradoxal ou pas d'ailleurs, et que tu as moins besoin des outils et de choses comme ça, bah, en fait, tu parles plus aux gens qui t'entourent parce que tu n'as plus besoin d'eux. Et maintenant, tu as même des sites qui te proposent de faire de la location entre particuliers. Donc, ça rend les relations. Ça, c'est dommage. C'est vrai, parce qu'on a toujours besoin et c'est toujours. Ça fait toujours plaisir qu'on puisse compter sur un voisin et en échange qu'il puisse compter sur nous. Donc, c'est vrai que c'est un moyen d'échange qui est intéressant, quoi, avec les personnes. Euh, voilà. Et quid des objets à valeur sentimentale, dont on ne se servira pas pendant une période de 1 an, même 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais c'est un objet qui nous a été donné, peut-être légué par quelqu'un, qui est dans la famille depuis longtemps. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est vrai que c'est intéressant parce que j'ai beaucoup d'objets dans mon appart. Si vous regardez autour, je pense que vous voyez pas, mais mes autres compères le voient. J'ai beaucoup d'objets, notamment de ma famille. J'ai de sabliers, j'ai un petit transat en version miniature. J'ai des bouquins de tout genre qu'on m'a offert. C'est vrai que c'est des objets qui n'ont pas forcément une valeur monétaire, on va dire, mais qui ont plus une valeur sentimentale. Je pense que peut-être, et ça, je pose la question, j'ai jamais rencontré les gens vraiment minimalistes qui ont sans objet, par exemple, la règle, mais est-ce qu'ils sont des objets qui s'en servent pas, mais qui c'est vraiment un but sentimental Alors, moi, je sais pas, mais je connais quelqu'un qui a jeté son lit une fois pour avoir moins d'objets. C'est quoi cette histoire Peut-être qu'il peut nous en parler. Non, mais je me suis mis au futon, parce qu'un lit, ça prend trop de place. Et je voulais aussi tester de dormir sur un support plus dur.
Du coup, j'ai jarté mon lit. C'est une forme de minimalisme. Mais non, moi je pense que... Bon, après, je suis mal placé parce que moi, c'est plutôt l'inverse. Je suis plutôt tendance à acheter plein d'objets et à jamais vouloir jeter d'objets. Ah oui. Mais je pense que les livres, pour le coup, c'est valide. Je pense que les livres, tu peux en acheter des millions et les garder. Et au pire, ça te fait une maison stylée. C'est vrai. Alors que les autres objets, si par exemple, tu avais que des bibelots ou des choses comme ça, là, faut pas le faire. Mais les livres, c'est un truc, je pense que je connais personne qui a trop de livres. Enfin, alors que tu as déjà vu des maisons où il y a plein de bibelots, plein de merde de partout et il y en a trop. Mais des livres, tu t'en auras jamais trop. Ça arrive, hein. Il y a des gens qui contrôlent le livre. Comment Oui, ça? ok, c'est plus rare, mais. En fait, c'est pas que c'est rare, c'est que même si t'en as trop, c'est classe en fait. Donc ça passe. Mais Bah, c'est vrai qu'il y a des collections ou des biens qui sonnent un peu plus intellectuels, mais bon, peu importe. Après, il y a aussi la notion de plaisir, bah, comme pour les objets sentimentaux. À partir du moment où acquérir une collection, je sais pas, par exemple, il y en a beaucoup qui ont plein de figurines, genre. oui. Bah, si ça leur fait plaisir et vraiment au quotidien, Mm. c'est plaisant d'avoir ça. Oui, c'est inutile d'un point de vue pratique, mais si d'un point de vue plaisir et ça augmente leur bonheur et ils contribuent, bon bah, je vois pas le souci là-dessus. Ah oui, il y en a par exemple qui font des collections de dés couture. Alors c'est vrai que c'est tellement spécifique, mais ça prend pas tellement de place, hein, c'est tout petit, un dé de couture. Et après, il y a des motifs personnalisés sur chacun, donc c'est intéressant. Je pense que ça a de la valeur quand c'est bien organisé, quand c'est cohérent, mais quand c'est un peu farfouille, qu'on comprend pas vraiment le lien, je pense que ça peut être vu comme plus superflu. Ça dépend. Enfin, c'est mon avis. Bah, je pense il faut pas tomber dans le syndrome de Diogène et il faut pas non plus être trop vivre comme un moine tibétain quoi. Il y a un entre-deux donc je pense que à partir du moment où ça devient négatif pour soi, oui, il faut commencer à être un petit peu plus minimaliste. Mais si des objets contribuent à notre bonheur, ne pas s'en passer, c'est dommage. Ouais, c'est vrai. Voilà, comme ça que je vois les choses. Et comme je disais, oui, la règle d'avoir par exemple 50 items pour sa garde-robe, c'est juste une indication quoi. Et si jamais ce qui nous fait plaisir, c'est d'avoir une très très grande garde-robe, bah let's go. Hein. Voilà, c'est juste mon avis. Ah ouais, moi en fait aussi, j'avais commencé à m'intéresser à ça parce que c'était quand t'es parti au Canada encore, et je m'étais rendu compte que je mettais 20% de ma garde-robe en fait. Et c'était vraiment la règle du 20-80 en gros. C'était 20% de ma garde-robe, je la mettais 80% du temps. Du coup là, ce que j'ai fait, c'est que 100% de ma garde-robe, bah, je la mets 100% du temps quoi. Et du coup j'ai cherché plein de trucs. J'ai 2 pantalons, ça me suffit. Enfin, vu que je m'habille toujours de la même façon, bah, j'ai 2 pantalons, 5 chemises, c'est bon quoi. Et au moins il n'y a pas alors qu'est-ce que je mets, etc. Alors que des choses que je mets absolument jamais. Et ça va vite au niveau décisionnel, c'est pas mal. Ok. Oui, parce qu'en plus, toi, tu portes une marque technique qui s'appelle Sigal, qui est une marque. J'ai arrêté. Hein. Et en fait, c'est intéressant parce que ça aide aussi au minimalisme pour justement éviter de porter des vêtements toujours les mêmes et qu'on ne lave pas et qu'on va finir par puer parce qu'il y a aussi quand même une limite Oui, technique sûr. avec le fait de porter peu de vêtements, mais le fait de devoir faire la lessive souvent. Mais c'est vrai qu'avec ce que tu achètes, toi, et qui est dans une matière qui est antibactérienne, c'est du mérinos, hein, si je m'en rappelle bien. Ouais, du manos. Ouais. Et donc c'est vrai que le minimalisme il est bien parce il s'applique parce que ça reste hygiénique, on va dire. Donc c'est intéressant. Bon, après, de toute façon, j'ai remarqué que quoi qu'il arrive, je fais une lessive par semaine. Donc, avoir une tenue pour une semaine, c'est bon. Au final, à la fin de la semaine, je fais une lessive. Donc, Ouais, surtout qu'en plus avec les billets d'avion qui augmentent. Moi j'ai un exemple, j'ai ma copine qui habite à Budapest et elle est venue me voir la semaine dernière ici en France. Elle est venue juste avec un sac, mais vraiment un sac à dos. Parce que Ryanair, la compagnie, c'est 35 € Budapest, Marseille. Seulement si tu viens avec un sac à dos. Et si tu viens avec un bagage, c'est le double. C'est vraiment c'est abusé. C'est 60 €, du coup ça va. Ouais, c'est ça. Et là, du coup, 35 €, mais vraiment, je sais pas comment elle fait, mais elle est très forte. Mais elle arrive à avoir une semaine de vêtements dans un sac à dos. Alors, je vais te choquer, le Mexique que je suis parti un mois, je suis parti avec un sac à dos aussi. Hein. Ah oui. Mais en fait, quand je voyage aussi que en sac à dos léger. Après, j'ai 3-4 jours de vêtements. Et en fait, je fais des lessives un jour sur deux ou des choses comme ça.
Donc Et après, ça passe. et après, comment tu fais pour gérer le séchage? Tu le fais sécher dans À l'auberge. dans la laverie? Ouais. Ah, ok, ouais. En général, je reste dans des auberges jeunesse, soit il y a des endroits exprès, soit tu fais. Souvent, ce que je faisais, c'était de faire la lessive tous les jours. Je faisais la lessive du jour. Ouais. Comme ça, il n'y avait pas beaucoup à étendre. Et après, D'accord. juste, tu l'étends sur ton lit ou autre. Tu t'étends ton t-shirt et tes vêtements. Et ça gêne personne et ça te permet de voyager très léger. Mais c'est une organisation et je comprends qu'il y en a qui préfèrent être confortables et avoir une valise et avoir tout, Bah tout le après, truc. du moment que t'es pas dans une laverie à devoir attendre ton linge séché, par exemple, si c'est à l'auberge et que c'est quelqu'un qui se charge pour toi pour quelques euros, franchement, moi je dis le coût il est vraiment bon, quoi. Parce que c'est vrai, c'est une charge quand même hein, de devoir toujours ranger son linge. En plus, si toi t'aimes bien barouder un peu dans tout l'Europe, par exemple, si on prend une valise avec une roulette, on n'en finit plus. Il faut ouvrir, sortir, trier, ranger. On s'en sort plus, quoi. C'est vrai que sac à dos, c'est une charge mentale en moins, quoi. C'est pas intéressant. Ouais, c'est ça, c'est moins casse-pied. C'est vrai que pour voyager, c'est plus simple d'avoir moins. Et il y a un truc souvent des commentaires que j'entends quand je parle de ça. On me dit ouais mais c'est trop casse-pied, moi j'aime bien avoir plein d'objets, etc. Mais enfin, très bien en fait, c'est juste que moi je trouve ça plus agréable d'avoir moins d'objets parce que c'est vraiment une charge mentale en moins et vraiment ça me gonfle d'avoir trop de trucs et d'y penser. Et je préfère avoir juste peu et puis c'est tout quoi. Donc comme je disais avant, c'est vraiment est-ce que ça te convient ou est-ce que ça te convient pas? Et est-ce que ça te fait plus plaisir d'avoir certains objets ou beaucoup pour certains aspects, pas forcément pour tous, et d'en avoir moins pour d'autres, etc. Et de toute façon, on change au cours de la vie. Donc là, c'est maintenant mon avis. Et peut-être que, je sais pas, dans 5 ans, j'aurai le syndrome de Diogène, hein, et puis ce sera une poubelle, ma maison. C'est vrai. Et en plus, ça fait tellement d'économies finalement de garder les choses essentielles. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais un budget ça part vite. Hein, et dans le shopping, on achète beaucoup de choses. On se dit, ouais, c'est génial, j'ai ces affaires-là, et après, dans 6 mois, je l'aimais pas. C'est vrai, c'est. Moi, j'ai très souvent l'effet où j'aime bien avoir, pareil, d'être un peu minimaliste. Sauf qu'en fait, à chaque fois, il y a. Typiquement, quand on est parti. Parce qu'on est parti à Oslo. Et je me suis parti avec juste un sac à dos, avec pas grand chose. Et donc j'étais en mode, bon, c'est super et tout. Et puis en fait, à chaque fois, il y avait des nouveaux besoins qui arrivaient. Et donc, il me fallait un objet pour remplir le besoin. Et en fait, je suis reparti, j'avais 2 valises, parce que j'ai réimporté mes affaires de France là-bas. Mais en France aussi, j'ai ce problème-là où à chaque fois, il y a un nouveau besoin qui arrive. Et je me dis, bon, bah, pour cette situation, il me faudrait tel outil, il me faudrait tel objet, etc. Et du coup, c'est pour ça que j'achète des trucs. Mais à chaque fois, j'ai une bonne raison. Bah, après, il y a les objets essentiels, où vraiment tu es sûr de l'utiliser, et les objets au cas où. Genre, est-ce que ça va me servir au cas où bah, typiquement, quand tu pars en voyage, bon, bah, je prends ça au cas où ça va me servir. Mais en fait, c'est juste du poids inutile, et quand tu arrives sur place, t'en as vraiment vraiment besoin, bah, tu l'achètes. Mais le au cas où, bon. Ou toi, t'achètes ou tu demandes à un guest, par exemple, qui a l'objet. Et en vrai, ça initie une conversation avec la personne. Moi, 80... Allez, non. Un bon 70% des trucs que j'ai, que je me trimballe quand je vais balader à droite à gauche, c'est à chaque fois du au cas où. C'est exactement ça, ouais. C'est vrai. Mais en fait, moi, j'aime bien l'idée du minimalisme, mais j'aime bien l'idée d'être toujours prêt, en mode prepper, Ouais, tu vois, d'être préparé à tout. un peu pas survivaliste, mais tu vois, d'être prêt. T'es là, t'es prêt, tu sais pas, est-ce qu'il va pleuvoir? Bon, ben, j'ai ma veste imperméable, est-ce que on va faire tel truc? Bon, ben, j'ai mes jumelles ou j'ai mon chapeau si jamais il fait truc, mais j'ai aussi ma veste imperméable si jamais il pleut. Tu vois, en fait, c'est ça, c'est d'être toujours prêt. Ouais. Bon, Mais- ça sert à rien. Mais c'est utile quand ça arrive, c'est quand même utile. Mais après, ça peut être aussi, par exemple, l'imperméable. Moi, j'ai déjà vu des ponchos qui se rangent dans des carrés tout petits, là. Il y a des marques qui te font vraiment des trucs qui prennent très peu d'espace. Finalement, de les prendre, c'est pas très grave parce que ça prend pas beaucoup de place dans une valise. Après, c'est vrai que si ça commence à être lourd et encombrant, c'est peut-être là qu'il faut se poser la question, est-ce que ça va être vraiment utile ou est-ce que je peux me le procurer sur place dans le pays où je vais y aller? En fait, je suis plus adepte de le fait de me trimballer tout ça, la plupart du temps, va être plus casse-pied
que le bénéfice de pouvoir l'utiliser une fois quand j'en aurai besoin. Donc je me dis... Et si jamais tu as vraiment besoin de l'objet, que ça t'arrive parce que tu t'es pas trimballé avec l'objet, est-ce que t'aimes bien aussi le côté aventure d'aller finalement trouver l'objet qui va t'aider sur place que t'as pas pris? Non, ça me gonfle aussi, mais ça me gonfle moins en fait que D'accord. devoir me trimballer. Et du coup, ça te gonfle, ça te gonfle moins de chercher finalement sur Ouais, place, c'est ça c'est te... ça, exactement. Ah oui, ok. Ouais. Mais même, imagine, t'es en rando, t'as pas pris un truc quand il pleut. Bah bon, admettons, il y a très peu de pourcents de chances qu'il pleuve, bah c'est pas grave, hein, tu te prends la pluie et tout le reste des randos, bah t'étais bien, t'as pu trimballer un truc. Ouais, c'est comme ça que je vois les choses. Après, je tiens à préciser que You, quand il part en rando, j'ai rien, il a un sac à dos hein, à chaque fois. Alors, je voulais rebondir sur un truc. Ah oui. L'idée de dire ouais, de prendre un impair, un truc tout petit qui se plie, qui fait juste un petit carré et ça prend pas de place, c'est exactement ça. Mais en fait, c'est ça pour plein d'objets. Et c'est là toute la difficulté, c'est qu'il y a plein d'objets où tu dis bah ça prend que ça, je le prends, tu vois, j'ai un sac, bon ça prend que ça. Mais en fait, c'est que des objets comme ça. Et ça pose une deuxième question. Quand on parle de minimalisme et d'avoir moins d'objets, ça veut dire d'avoir des objets plus polyvalents. Donc des fois, en voulant être minimaliste, tu jettes plein de trucs, mais tu es obligé de racheter plein d'autres trucs pour avoir des objets multifonctions. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Rien, je me pose pas la question. En général, quand j'ai besoin de quelque chose, je demande aux autres, genre à Yo ou à To par exemple, et puis voilà. Mais, par exemple, un objet polyvalent, ça serait quoi pour toi? Un canif avec une boussole dessus? Ouais, non, bah là c'est trop dans l'aventure spécifique, mais typiquement, si, bah voilà, quand on a tous les serviettes de voyage en microfibre. Ah oui, pour le froid, par exemple. Non, tu sais, c'est les serviettes pour se laver. Là, pour oui, il y a sécher, des Decathlon, là, les microfibres serviettes, super là. fines. Oui, oui, qui sont pas Bah, chères en plus. Ça, en fait, t'achètes ça, mais t'avais déjà une serviette avant, une vraie. Oui. Et donc, c'est un objet que t'as acheté en plus parce qu'il est plus. Voilà, c'est Il est pas plus pareil. compact. Ouais, il est plus compact, mais il est pas polyvalent. Enfin, il fait pas plusieurs objets. Non, mais par contre, Mais, il a. enfin, c'est t'as vrai compris qu'une l'idée, c'est-à-dire serviette. que t'avais déjà des serviettes avant, mais tu t'as racheté un objet parce que. Oui. Mais en fait, moi, j'ai pris des serviettes microfibres, exactement ceux de Decathlon, là, le noir avec la bande orange ou le bleu avec la bande verte autour. Mais ça, c'est un game changer parce que, à moins que tu ailles dans des hôtels où ils fournissent en général des serviettes, donc t'as pas besoin de prendre les serviettes dans ta valise. Et je suis allé en Colombie en mois d'avril et je suis allé dans des endroits humides. Et il fallait absolument une serviette pour m'essuyer. Et franchement, ça a changé ma vie. Parce qu'en plus, ça sèche super vite. C'est génial. Ça prend pas beaucoup de place. Tu le plies en 4, c'est fini, quoi. Non, mais justement, en fait, c'est ça. C'est que. Admettons, avant ça, tu avais 100 objets. Là, pour voyager, parce que c'est super pratique, parce que voilà, tu as acheté un objet, tu as un objet en plus. Au final, quand tu es chez toi, tu as un objet en plus. Et en fait, moi, il y a beaucoup d'objets où c'est exactement ça. C'est des trucs, c'est super pratique dans tel ou tel cas. Et du coup, je l'ai acheté. Et du coup, j'ai un objet en plus au total. Même si, en voyage, bah, c'est vrai que je prends ma serviette microfibre parce que c'est plus pratique que les autres. Mais tout ça pour dire que ça fait des objets en plus. Ouais, d'accord, mais faut pas abuser. Évidemment, tu peux accumuler des objets qui te serviront que dans certains cas. Donc, mais admettons, tu voyages souvent, mais tu restes sédentaire, tu peux avoir, je sais pas, une petite malle avec tous les objets que tu vas utiliser pendant le voyage, tu vois. C'est pas genre t'as une serviette qui te sert pour le voyage, pour la maison, et c'est tout, tu vois. Genre... Mais il faudrait. En vrai, oui, il faudrait, ce serait trop bien, mais... J'avais vu une vidéo où il y avait des moines, c'était des moines chrétiens, ils avaient très 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 peu d'objets, et vraiment la pièce était vide. Et en vrai, ça me donne un peu envie, pas à ce point-là, mais genre, tu sais, ça libère l'esprit en fait. Et je pense que s'ils le font, c'est qu'il y a une raison. Donc, c'est pas facile, mais c'est à tester. Ouais, c'est à tester. Puis si jamais vous n'avez pas beaucoup d'argent, ça fait une excuse pour dire que vous achetez pas beaucoup de biens. Moi, je me souviens que l'endroit dans lequel le minimalisme m'a plus fait... pas fait chier, mais ouais, c'est la cuisine en fait. En fait, je sais pas si... Tu sais, quand tu vas habiter à des endroits, tu dis j'ai besoin de rien. T'achètes des assiettes en plastique, t'achètes, tu vois, en te disant on s'en fout. Et puis en fait, au fur et à mesure de l'année, il te faut un truc pour... il faut une passoire, il te faut des vraies assiettes, il te faut des vrais trucs. Rappelle-nous combien tu avais de couteaux à Oslo.
Je les ai récupérés. C'est vrai, en plus. Mais bref, j'avais commencé pareil sans rien, et puis en fait, je suis reparti, j'avais une cuisine, j'avais plein de trucs. Mais parce que dans la vie de tous les jours, tu te dis, la cuisine, c'est des objets, tu t'en sers tous les jours. Donc en fait, t'accumules parce que si je veux cuisiner, si je veux cuisiner ça, puis je vais m'acheter un four parce que c'est pratique pour faire ça. En soi, c'était très très minimaliste dans la cuisine. T'as besoin d'une planche à découper, un couteau et une casserole. Une passoire. Allez, pas sur grand luxe. Et un économe. Encore que. Vraiment, si t'as rien, à l'époque, ils faisaient comment? Ils prenaient un couteau. Une pierre aiguisée pour ton Mais couteau. ils avaient le talent d'enlever juste la matière qu'il y avait besoin pour éplucher la carotte. Ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être aussi une compétence, hein. Bon, après, là, on revient à la notion de minimalisme et faut pas que ce soit problématique. Faut quand même qu'il y ait du confort, en fait. Donc, il y a une différence entre être ultra minimaliste, mais pourquoi faire, en fait? Quel est l'intérêt? Juste pour le défi, parce que c'est drôle. Attention, c'est drôle, hein, j'ai essayé, c'est marrant. Mais il faut aussi qu'il y ait un minimum de confort. Donc, il y a besoin d'avoir toute une cuisine complète, mais le minimum pour ce que vous utilisez, si vous utilisez quelque chose, je sais pas, par exemple un cuiseur de riz que vous utilisez souvent, bon bah go cuiseur de riz. Enfin, Et moi, j'avais une réflexion intéressante avec le minimalisme. Finalement, c'est pas de l'essentialisme. Alors, je veux pas m'aventurer dans un concept très, 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 très sombre, très obscur, mais pour moi, ça serait le jour, imaginez une catastrophe. Vous devez quitter votre maison. Qu'est-ce que vous emporteriez avec vous? Eh bien, normalement, quand t'es bien préparé, t'as un sac d'évacuation. Ok. Et dedans, il y a tout. Et c'est quoi un sac d'évacuation Non, pour alors ça, toi c'est un truc de survivaliste. C'est les mecs qui ont... En fait, je dis survivaliste, mais il y a même des fois le gouvernement français qui conseille d'avoir un sac exprès... Ouais, je l'ai vu dans... Ah oui. Il y a pas longtemps, j'ai vu passer une vidéo où le mec montre une vieille affiche, mais une affiche gouvernementale. Et je sais plus si c'était dans le contexte Covid ou dans un autre contexte où qu'ils avaient pondu ça. Mais Ok. basiquement, c'est quoi? C'est un sac, dedans, t'as 3 slips, 3 chaussettes et, je sais pas, des nouilles instantanées et un opinel et c'est tout, tu vois. Ok. En gros, c'est pour faire très très simple, c'est ça, c'est de dire si tu dois quitter ta maison parce qu'il y a une inondation, comme tu disais, tu as été en Europe centrale, il y a eu des inondations au moment où tu étais. Tu dois quitter ta maison pour aller dans un gymnase parce que ça va être inondé et que pendant 2 semaines, voilà, bah, tu as toujours 3 chaussettes et un slip dans un sac, c'est dans le coffre de ta voiture, ça prend pas de place. Tu as à moitié oublié que c'était là, mais tu es prêt au cas où. Et est-ce qu'avec ce sac, tu peux survivre plus que 2 semaines? Ou c'est pas possible, il faudrait plus d'objets pour... Non, je crois que l'idée derrière ça, c'était juste d'être... s'il y a une rupture de la normalité sur 1 jour, 2 jours, 3 jours, c'est vraiment de pouvoir de pas être dans la merde, là où n'importe qui serait dans la merde sans rien. Là, en fait, toi, bah, t'as juste de quoi... Puis je dis ça, mais bon, en fait, avec un sac, s'il est bien fait, regarde, moi, je suis parti 1 mois en voyage, en fait. Si je pouvais... si j'appliquais le même concept, en fait, je me ferais un sac de rando en mode voyage que je rangerais dans ma voiture et j'appellerais ça mon sac d'évacuation. Mais en fait, c'est quoi? En fait, c'est juste des affaires de voyage. Alors en fait, pour préciser, ouais, il y a plusieurs types de sacs. Il y a sac d'évacuation, il y a, je sais plus les Je noms. vois que tu connais. Bah ouais, j'ai regardé, on sait jamais. Dans le contexte actuel, non. Mais en fait, ouais, j'ai vraiment regardé. Et t'as, je crois, 2 ou 3 types différents. T'as le premier, c'est comme tu disais, si jamais, admettons, il y a une coupure de courant ou je sais pas, une fuite de gaz, tu dois dormir dans un gymnase. Ça, c'est le premier où juste t'as besoin pour une nuit. Après, t'as le deuxième où vraiment faut évacuer et aller plus loin. Ouais, t'as pour au moins une semaine. Et t'as le troisième qui est vraiment où c'est l'apocalypse. Et tu dois rejoindre ta base autonome durable quelque part ailleurs. BAD, comme on La l'appelle. BAD. Là, c'est vraiment le gros sac. Et les survivistes, en réalité, ils ont, je crois 3, hein, mais minimum 2 à 3 types de sacs différents selon le type de besoin. Et évidemment, selon le type de besoin, bah, c'est juste un gymnase. Je crois que tu as photo d'identité, un papier, tout comme ça. Et après, pour tout ce qui est le reste, ouais, il y a vraiment à manger, de quoi survivre. Je sais plus exactement, il y a plein de personnes qui en parlent bien mieux que moi, mais il y a plusieurs types de sacs, comme les profs. J'ai pas compris. Bon, c'est pas grave. Et une deuxième situation, j'ai pensé à l'instant. Et ça, c'est une situation qui me stresse, mais vraiment, qui m'angoisse. C'est le jour où il y a l'alarme incendie qui se déclenche. Et c'est vrai qu'on vous vous rappelez, quand on était plus jeune, ils nous disaient toujours les instructions, vous laissez tous vos affaires.
Mais c'est impossible, je peux pas partir sans au moins mon ordinateur ou mon portefeuille. C'est quoi vraiment l'objet que vous emporterez si vous n'avez pas envie d'écouter les instructions? Et d'ailleurs, je comprends pas pourquoi il demande de tout laisser en fait. Bah, alors, je pense qu'ils disent de tout laisser parce que sinon c'est la panique si chacun se met à réfléchir pendant 5 minutes à quoi emporter, etc. D'accord. Je pense que le mieux, c'est réfléchir à l'avance. Se dire un jour, bon, qu'est-ce que j'emporterai si jamais ma maison est en feu et puis l'emporter tout simplement. Et ça serait, par exemple, le portefeuille, j'imagine que c'est le... Souvent, on n'a pas envie de refaire tous ces papiers si jamais on perd le portefeuille dans un incendie ou... Alors, s'il y a un humain qui est encore à l'intérieur de ma maison, je vais chercher l'humain. Mais s'il n'y a plus d'humain, je pense que je sauve mon violon, parce que c'est valeur un peu sentimentale. Ouais, je pense que je sauverai ça. Au péril de ta vie. Oh non, faut pas abuser. Hein. En fait, si je peux, je le sauve, et si je peux pas, tant pis. Ouais, Sauf, donc ça reste du matériel au final, c'est le plus important, c'est d'abord les vies et après oui, le matériel. clairement. Ok. Tu saurais quoi, toi? Ok. Parce que c'est vrai que quand c'est souvent souvent c'est heureusement c'est un exercice d'incendie donc les gens ils disent laissez tous vos affaires, mais moi j'ai toujours la sensation, je sais pas pourquoi, il va y avoir quelqu'un qui va voler toutes nos affaires pendant qu'on va faire notre Ah, c'est ça. Bon, excusez-nous pour ce petit commentaire. Voilà, mais oui, mais c'est vrai que c'est une sensation qu'on a toujours quand on a un exercice d'incendie. Est-ce que c'est pas l'intérêt d'être minimaliste, justement? Ça veut dire que si tu perds tes affaires, tu en perds très peu. Donc tu as peu à en remplacer. Par rapport à si tout un Eh oui. barda, toute une collection. Donc oui, par rapport à si tu as acquis une collection, genre avec du temps, ou tu as vraiment mis du temps pour acquérir, peu importe, hein, toute une bibliothèque, ça fait plus mal que si tu rien. Bon après, je dis pas qu'il faut rien avoir, hein, mais... Puis après, il y a aussi, comme je disais, la valeur sentimentale. Si t'as un objet où vraiment quelqu'un de ta famille t'a légué ou quoi, ça peut faire très mal de le perdre. Devenir nihiliste sinon. Mais je crois que c'est exactement l'objet du bouddhisme un peu où les mecs, il faut se détacher de tout ce qui est du monde physique. Et en fait, c'est un peu ça l'idée. Donc en fait, si tu pommes tout, bon, ça dépend qui, mais ouais, si tu pommes tout, tu t'en fous parce que t'es complètement pas attaché à ces objets. Et ensuite, moi, s'il y a une alarme incendie, je pense les trucs que je prends obligatoirement, c'est le téléphone, le portefeuille. Et ensuite, si je suis chez moi j'ai une caisse en métal. Et dedans, j'ai tous mes objets importants, genre tous les diplômes et les papiers qu'on peut pas faire en duplicata, parce qu'en fait, ta pièce d'identité, tu t'en tapes, tu peux en faire un duplicata, tu peux, voilà. Ouais, tu peux tout refaire. Moi, j'ai une caisse et dedans, il y a des dossiers. Bon, il y a des dossiers de la banque, mais je m'en fous. Mais il y a des dossiers, genre les diplômes, tous les trucs un peu uniques. Et cette caisse, elle est à l'épreuve des épreuves. Bah, elle est en acier, donc j'espère qu'elle cramera moins. Ok. Mais en vrai, si je peux sauver un truc de ma maison, ce serait plutôt ça. Ce serait la caisse dans laquelle il y a mes papiers officiels importants. Après, ça reste des papiers et effectivement, j'irai pas au péril de ma vie pour récupérer cette caisse parce que ça reste du papier en fait. Mais sinon, le fait d'avoir le téléphone et même d'avoir, alors après il y a la question de cybersécurité, mais d'avoir une copie de ses pièces d'identité, de tous les papiers importants, d'avoir une copie dans le cloud en fait. Hein. Et moi ça je l'ai. Hein. Oui, c'est très recommandé, surtout quand on va à l'étranger, d'avoir une photocopie et de laisser son passeport à l'hôtel. Si jamais on perd les papiers, on peut se retrouver très, très bien embêté. Et avoir une photocopie pour présenter aux autorités, ça fonctionne toujours très bien. Pas pour traverser les frontières, parce que j'ai fait la meilleure expérience avec une photocopie. Ça marche pas du tout. Hein. Je vous dis, même à l'intérieur de l'espace Schengen, n'essayez surtout pas de traverser les frontières avec une photocopie, ça ne marche pas. C'était entre l'Italie et la France. Voilà. Ok, pourtant. Donc pourtant, on pourrait penser que non, c'est vraiment s'il y a des contrôles de manière aléatoire, parce que c'est souvent ce cas-là, il faut pas avoir de photocopie, hein. faut avoir l'original. Voilà. Une carte d'identité, ça suffit nationale, puisqu'on est dans l'Union européenne. Le passeport, si vous avez, c'est encore mieux, mais vraiment pas de photocopie. Ils acceptent pas du tout. Et t'as fait comment ?
Bah, j'ai rebroussé le chemin, j'avais pas eu le choix, j'étais obligé de rentrer. mais t'étais côté France. T'étais côté français. Oui, côté français, oui. Ok. Moi, ça m'est arrivé de l'autre côté en revenant d'Italie. Et la douane volante qui arrête le bus et qui. Ah contrôle oui, tous ça arrive souvent dans les bus, ça, c'est vrai. Voilà, ils s'arrêtent, ils contrôlent absolument tout le monde. Il y a 2 mecs qui sont descendus du bus quand même. Parce qu'ils n'avaient pas, ils avaient pas les trucs. Et oui. Ouais. Et bon, ça m'est arrivé pareil aussi. C'était un gars qui était d'origine pakistanaise. Il avait un permis de travail en Italie et il voulait aller en France. Et les policiers ont dit non, vous pouvez pas parce que c'est pas applicable pour la France. Bon, c'est un délire. En fait, c'est espèce Schengen, mais avec à la carte, quoi. Ça dépend des gens. Après, il y a des règles, hein. Après, c'est comme ça. Ouais. Mais ouais, c'est vrai qu'on y pense moins parce qu'on vit en Europe, mais dans tu vis dans n'importe quelle autre partie du monde, traverser des frontières comme si c'était Oui, c'est ça. comme si t'allais chez ton voisin. Normalement, ça se fait pas. Nous, on a un peu l'habitude parce que c'est l'Europe, mais C'est ça. normalement, les frontières, c'est un vrai truc. Et là, il faut pas appliquer le minimalisme pour traverser les frontières. Il faut vraiment avoir tous les papiers à disposition pour être sûr que vous n'aurez pas de problème. Mais c'est vrai, c'est une exception en Europe. Ouais. Et même pour les citoyens des espaces Schengen, il faut quand même avoir un minimum une pièce d'identité, de plus en plus maintenant. Et est-ce qu'au final, il faudrait pas être forcément minimaliste, mais plutôt peu matérialiste? Ah, tu veux dire dans la manière du rapport qu'on a avec les objets? Ça, le rapport aux objets, parce que, mettons, il y a un incendie, qu'on soit minimaliste ou pas minimaliste, si on perd tout, Ouais. Si on a peu d'attache à tout ce qui est matériel, qu'on ait peu ou beaucoup d'objets, bah, on le vivra bien. Donc, est-ce que c'est pas ça peut-être le plus important, plutôt que d'avoir peu ou beaucoup C'est vrai qu'on est souvent angoissé par la possession de nos objets, parce qu'on cherche avant tout à faire en sorte que nos objets survivent, notamment les objets qui coûtent cher. Moi, j'ai un Mac qui m'a coûté 4000 €, j'ai toujours cette angoisse de le perdre. Alors, je sais pas, mais des fois, je suis sur un bateau, ça m'est déjà arrivé d'aller sur un bateau et me dire, imagine le bateau coule et je perds mon Mac. Donc, finalement, est-ce que c'est une forme de renoncer, en fait, comme tu dis, c'est pas le minimalisme qui importe le plus. Alors, peut-être pour certaines personnes, pour la charge mentale, mais c'est le fait de réussir à renoncer facilement à tout ce qui porte au matériel et de se concentrer que sur l'aspect spirituel, parce que c'est souvent, on dit, le spiritualisme est à l'inverse du matérialisme. Et c'est vrai que c'est intéressant aussi. Et ça rejoint aussi le minimalisme, finalement. Oui, et je sais plus ce que je voulais dire. Je pense que par rapport à ta question de tout à l'heure, oui, c'est beaucoup plus sain d'être, comment tu dis, pas attaché au matériel et d'être un peu, bouddhiste. Ou, je ne saurais pas le terme, mais en fait, c'est un peu. En Europe, on a le stoïcisme plus que le bouddhisme. Et il y a un peu cette chose d'être détaché des événements, que rien ne t'atteint si tu arrives à être stoïque. Et donc oui, ce serait intéressant d'avoir cette approche sur les objets. Maintenant, comme tu l'as dit, on les paye en fait, les objets. Et donc être détaché d'un truc que tu as payé, c'est parce que quand tu payes quelque chose, tu payes un objet avec ton temps. C'est ça, parce que c'est de la valeur en fait. Pour gagner c'est ça qui donne la valeur aussi aux objets, à certains objets en tout cas, qui sont pas sentimentaux. Donc ouais, en fait, c'était exactement ça que je voulais dire. Bien joué. En fait, je remarque que quand j'ai un objet qui m'a coûté cher, j'ai presque pas envie de l'utiliser. En fait, c'est problématique. Et c'était typiquement, c'est tout con, hein, mais pour les chaussures, j'ai vraiment des très belles chaussures. Je les ai payées assez cher. J'ai pas envie de les mettre. J'ai pas envie d'aller à certains endroits avec. Et... Ouais, parce que tu vas les user en fait. Ouais, c'est ça. Et alors que, c'est complètement con, quoi. Donc là, ce que j'essaie de faire, c'est d'acheter quelque chose qui soit pas trop cher. Un seuil où si je les abîme, c'est pas grave. C'est pas grave et je puisse profiter, quoi, en fait. Et alors, je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça pour absolument tout, mais j'essaye de le faire plus maintenant parce qu'en réalité, au bout d'un moment, il y a un certain prix où il n'y a pas d'intérêt de payer plus cher. Et puis, en fait, si on n'en profite pas et presque on le garde sous verre, sous cloche, et que on n'a pas envie de l'utiliser, c'est trop bête. Donc, en fait, là, j'essaie d'avoir des objets où je peux les utiliser et si je le perds, si je le casse, c'est pas grave, ça va pas empêcher de dormir. Et ça peut être aussi, par exemple, être prêt à mettre un prix bas, peu de budget pour des objets qu'on sait que de toute façon, par évidence, ça va fonctionner,
pas pour un usage normal, on va dire, et peut-être pour des usages plus avancés, plus prononcés, on va dire, de mettre plus d'argent pour la qualité, parce que le rendement que ça va avoir, ça va faire aussi économiser. Donc, par exemple, je donne un exemple, mais faire une randonnée avec une paire de chaussures premier prix, si on fait souvent des randonnées, c'est peut-être plus avantageux de mettre plus d'argent dans un matériel de plus de qualité qu'on sait que ça va durer plus longtemps. C'est souvent un constat qu'on fait finalement quand on met plus d'argent dans un matériel parce que c'est dédié à quelque chose auquel on tient et on veut mettre le budget pour ça, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Souvent, dans l'approche du minimalisme, il y a avoir moins d'objets, mais de meilleure qualité. Hmm. Et alors, je suis d'accord, mais des fois, il n'y a pas besoin d'avoir un prix extrêmement voilà. élevé. Et je sais pas si vous connaissez une japonaise qui s'est fait connaître parce qu'elle Ah fait oui, des oui. Marie Kondo, je sais Oui, pas comment oui, elle s'appelle. oui. Marie Kondo. Kondo. Et en fait, elle, du coup, elle vend des objets et elle les vend extrêmement cher parce que la philosophie, c'est d'avoir moins d'objets, mais de meilleure qualité. Et du coup, elle vend genre des théières à des prix mais hallucinants, hein, genre 20 fois plus que ça devrait être. Bon, là, je vois pas d'intérêt, tu vois. Donc, mais pour quelque chose où vraiment ça va changer et ça va apporter quelque chose au niveau professionnel, par exemple, oui, là, je pense que ça vaut le coup d'investir. Mais je parle pour tout ce qui est trivial, on va dire. Pour tout ce qui est trivial, ouais. Ouais. Et en plus, je crois que Marie Kondo, elle parle justement de privilégier les objets qui suscitent la joie. Tu sais, les Oui, objets c'est qui vrai. t'apportent vraiment un vrai bénéfice émotionnel, on va dire, en termes de rendement. Donc, si par exemple, ta passion, c'est de faire des randonnées, tu achètes un objet qui te suscite la joie parce que c'est chaussures, tu rêves, et en fait, parce que c'est vraiment la valeur que t'apporte, et c'est ce que ça va t'apporter en bénéfice, et c'est de privilégier que ces objets-là. J'ai vu un commentaire sur une vidéo YouTube qui parlait de ça et il disait mais par exemple la brosse de mes toilettes quelle joie ça m'apporte. Alors on peut pas l'appliquer pour tout. Et c'est pour ça que je dis pour tout ce qui est trivial bah, c'est bon on prend un truc tant que Oui, ça pas fait cher, l'affaire c'est oui, bon. voilà. Après oui je suis d'accord avec toi si ça apporte bah, c'est comme je disais pour le minimalisme en fait si s'il y a avoir une collection, c'est pas minimaliste du tout, mais ça nous apporte de la joie et du bonheur, Hmm. je pense qu'il faut le faire. Et s'il y a peu d'objets qu'on a, il y en a, mettre un certain prix et que ça a une certaine valeur, ça nous apporte de la joie. Oui, évidemment. Je pense que le but, toujours, c'est que ça nous apporte de la joie et du bonheur, quoi qu'il arrive. Hmm. Si ça passe par ne pas être minimaliste, go en fait. Il faut s'arrêter, ouais. Ok. Moi, ça me rappelle un autre concept parce que ça, c'est sur les objets, mais je sais que les Japonais aussi sont très friands de minimalisme d'espace. Dans les maisons traditionnelles, en tout cas, c'est l'image que j'ai, hein. Je sais pas si c'est dans toutes les maisons, mais on a souvent cette image là, de pièces très épurées, très peu de meubles, des tatamis avec les futons mais qui sont rangés dans un placard, donc il n'y a même plus les futons, il n'y a vraiment rien. Et ils privilégient cet espace, et je sais que le concept, ça s'appelle, alors si je me rappelle, le Dan Shari, je crois que c'est comme ça. Je crois que c'est le nom du concept. Et c'est en fait, c'est ce que Yo parlait tout à l'heure avec le bouddhisme, c'est la notion de renoncer. Ça se répercute aussi à l'espace. Et finalement, avoir peu de choses dans une pièce, ça permet aussi d'alléger la charge mentale parce que ça donne moins de possibilités et on se concentre vraiment sur l'essentiel d'une pièce, c'est y vivre. Et après, au Japon, je sais que une pièce peut servir à plusieurs fonctions. Ils peuvent l'agencer d'une certaine manière pour différentes tâches, mais comme c'est épuré, ben, en fait, il n'y a pas de fonctionnalité dans une pièce. Ah, ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça la différence aussi qu'on a par rapport dans la culture occidentale, c'est qu'on a des pièces bien définies pour chaque fonction. Donc le salon pour se reposer, la cuisine, on a la chambre, mais au Japon c'est peut-être différent. Alors, peut-être pas dans toutes les maisons, mais je sais qu'il y a ce concept-là d'une pièce qui peut être utile à plein de choses. Et donc, le minimalisme ou l'essentialisme, enfin, je sais pas, le minimalisme, hein, c'est de se concentrer sur l'essentiel des choses. Et je trouve super intéressant avec le Dictionary. Le Dictionary, alors, j'ai pas plus d'informations, mais si vous regardez sur Google, je pense qu'il y a plein d'articles qui vont expliquer ce minimalisme à la japonaise pour l'espace. Bah, souvent, le luxe, enfin en tout cas en Ah France, oui. comment c'est symbolisé dans les maisons personnelles, la noblesse à l'ancienne, c'était souvent des maisons extrêmement épurées à l'intérieur. Mhm. C'est presque vite, t'as une table, des chaises, un divan et c'est tout. Et il y a énormément d'espace et notamment au niveau architecture, les plafonds sont très très hauts.
Et il me semble, je vais pas trop m'avancer, que le fait d'avoir de l'espace, et notamment un plafond haut, je crois que c'est bon pour l'esprit. Ou un truc Ah comme oui, ça. oui, oui, c'est très bon pour développer des idées. Et c'est le cas dans les musées, par exemple. Dans les musées, vous avez jamais vu, les plafonds sont très hauts. Ouais, c'est vrai. Parce que ça privilégie l'espace, ça met en valeur l'espace et les objets que vous mettez à l'intérieur. Plus il y a d'espace, plus les objets seront valorisés. Alors, pas chez moi, Yo, parce que tu es en train de regarder le plafond. Je crois que le plafond il fait 2,50 m, donc c'est le minimum syndical, le minimalisme syndical. Mais dans les musées, notamment à la bibliothèque, aussi pareil, souvent les plafonds sont très hauts. Et parce qu'on a plus de possibilités de divaguer et ça fait développer des idées, c'est vrai. C'est parce que tout est très aérien finalement dans la manière de penser. Bon, ça se rejoint, je pense qu'il doit y avoir une utilité si on retrouve ça au Japon et en France. Oui. Et d'ailleurs, pour faire la passerelle avec le graphisme, Ah oui. dans le graphisme, et surtout dans ton milieu, du coup, l'UX et l'UI, plus un truc est épuré, ou notamment dans le luxe, si tu regardes les magazines de luxe, les sites web C'est très de minimaliste. choses de luxe, c'est ultra minimaliste, ultra épuré. Et peut-être que tu peux nous parler C'est vrai. du minimalisme dans le design. Oui, c'est vrai, c'est un sujet qui est très intéressant. C'est un des codes qui est très utilisé dans le luxe. Il y a très, 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 très peu d'informations. Et c'est l'espace qui va faire vraiment tout le design. Sur une page, par exemple, une page de luxe. Alors, peut-être pas Louis Vuitton, je sais pas, j'en sais rien, j'ai jamais vu la page. Mais souvent, on identifie un site web haut de gamme de luxe en utilisant, par exemple, la sobriété avec les couleurs. On utilise très peu de couleurs. On va utiliser essentiellement le noir et le blanc, qui sont les deux couleurs principales dans le luxe, mais on va utiliser aussi des tons dorés, mais à très petite échelle. Et on va souvent utiliser des typos très fines avec beaucoup, beaucoup d'espace autour. On va éviter le superflu, donc c'est vrai que ça rejoint le minimalisme. On va éviter les éléments qui sont trop accrocheurs et on va se concentrer sur l'essentiel, donc à savoir le titre sur un fond blanc, par exemple. Mais ça peut être aussi sur les packaging, pas forcément sur les sites web, mais vous savez, tous les parfums Chanel, par exemple, le petit logo tout petit, même pas très gros, il n'est pas ostentatoire sur le packaging, il est tout petit, mais avec beaucoup d'espace, parce que ça respire en fait. Et on se concentre que sur la texture, ça peut être sur la manière comment c'est présenté, quoi. Mais c'est vrai, c'est un code en tout cas qui est utilisé dans le luxe, hein. Dans le même style, il y a tous les produits d'Apple et tous les marketing d'Apple, les boîtes des iPhones, les Ah boîtes ouais, de tous ces trucs-là. Tu as une boîte immense avec rien, tout blanc. Mm. Et par contre, j'ai un contre-exemple, c'est les produits très bas de gamme à Carrefour. Tu sais, les produits Simpli. Ah oui, Ça, c'est minimaliste, il n'y a rien. discount. Ouais, tous les produits discount. Est-ce que du coup, c'est des produits de luxe et on ne le savait pas? Est-ce que ça te donne une idée que c'est des produits de luxe, les produits qui sont tout en bas avec juste le logo Carrefour Discount? Mais en fait, les produits discount, ils sont tous identiques. Ils sont toujours blancs. Oui. Alors que les produits de luxe, il y a vraiment des couleurs qui peuvent être tout à fait différentes. Oui, Là, c'est le vraiment jeu de uniformisé, texture quoi. aussi. Ouais, exactement. Alors que les produits discount, c'est vraiment blanc, comme s'il n'y avait pas de budget pour faire le design. C'est vraiment. Et peu importe les marques en plus. Hein. Oui, c'est vrai. Ça se rejoint. Donc, en fait, je trouve que ça fait plus. C'est tellement cheap qu'on n'a pas assez d'argent pour utiliser des couleurs et faire autre chose. Mais c'est fou parce que c'est vrai que ça peut faire penser au discount, mais tu as des marques, tu as Monoprix par exemple, je pense, qui, vous savez, vous avez déjà vu des packaging de produits Monoprix, des produits, je sais pas, je prends un exemple, une boîte de thon, j'en sais rien. La boîte de thon, petit navire, vous avez vu, c'est bleu, c'est bien détaillé, il y a un poisson, c'est joli, tout machin. Et en fait, Monoprix, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils utilisent des associations de couleurs, donc il y a plusieurs couleurs, mais c'est que des rectangles en fait, c'est des formes en fait. Okay. Et à l'intérieur, tu as une punchline. Par exemple, thon, c'est t'as appelé ton tonton, par exemple. Mais c'est vraiment des blagues de tonton. Hein. C'est des blagues de tonton. Alors je les ai pas tous en tête, mais je pense que ceux qui vont régulièrement à Monoprix, vous avez déjà vu ces punchlines. Et en fait, en réalité, c'est des produits premier prix. Monoprix. Bon. Enfin voilà. Mais du coup, il y en a qui utilisent aussi le fait de peu de couleurs ou peu de formes, en tout cas l'épuration pour des produits. Bon, enfin voilà. Mais ouais. Quid du logo de Flotoyo? Le logo de quoi? De Flotoyo. Ah,
Ça c'est un gros sujet, ça, je pense. Je pense que le minimalisme, il a été mis en avant parce que on voulait pas forcément passer. Je me rappelle comment on avait créé ce logo. On voulait un truc rapide, un truc pas trop mal fait, mais rapide. Ça, je me rappelle quand on avait créé le projet à l'époque, on avait fait notre projet de réalité virtuelle à l'université. En fait, on devait travailler avec une entreprise de danse et c'était pour eux qu'on devait faire cette prestation de prototype de réalité virtuelle. Mais on voulait quand même avoir une unicité entre nous et on a dit on veut un logo. Mais vraiment, pas chercher trop longtemps sur les textures et tout. Et moi, j'ai dit, bah, on va faire un logo simple, noir et blanc, comme ça, on se prend pas la tête. Et on a retravaillé un petit peu l'aspect graphique avec les yeux. Et c'est parce qu'on avait trouvé cette idée Flotoyo, parce que ça venait de nos prénoms et ça marchait bien ensemble. Donc on s'est dit, c'était éclaté aussi en même temps, mais on s'est dit, je me rappelle que Flo il avait dit, c'est bon, allons-y, et Yo aussi il a dit, allons-y, Allons-y, quoi. On n'a pas cherché à comprendre, c'était validé direct. Et finalement, bah, on l'a gardé et pour le podcast, bah, c'était une bonne idée, je pense. C'est sobre, ça marche bien, c'est efficace. Qu'est-ce que vous en pensez? Je précise que c'est To qui l'a créé le logo. Hein. Ouais, décision rapide, ça a bien marché. Moi, je le trouve bien, j'aime bien. Et si jamais vous avez des commentaires à faire sur le visuel de notre podcast, n'hésitez pas, hein, on est preneurs. On accepte toutes les critiques, vraiment toutes. Et alors, je sais pas si on peut faire le parallèle avec la musique, mais genre, c'est juste ça me faisait penser, comme vous disiez, les logos de marques de luxe. Et souvent, en fait, les musiques qui représentent le luxe également, ou on va dire la noblesse, c'est ultra minimaliste. On imagine toujours un quatuor à cordes, très simple, très peu d'instruments, ou alors un simple clavecin, un piano. Et même encore maintenant, quand on veut symboliser le luxe dans les œuvres de fiction, c'est très souvent un quatuor à cordes ou juste un piano, un violon, et c'est très épuré. Et alors, je sais pas s'il y a un lien aussi, mais probablement. Avec le minimalisme, est-ce que c'est quoi la finalité de faire du minimalisme dans la musique? Non, c'est juste ça me faisait penser au logo de marque de luxe. Bah, en fait, quand on associe souvent dans une publicité à de la musique aussi est minimaliste en fait. Okay. C'est vraiment le minimalisme dans tout en fait. Parce que finalement, le minimalisme, même en musique, ça permet aussi d'avoir ce côté haut de gamme, sobre. Et de... Ouais. C'est vrai que, bah, comme je disais, ouais, quand on veut symboliser le luxe ou tout ce qui est noblesse d'antan, c'est très souvent tout ce que j'ai dit. Mais maintenant, ouais, c'est pas. Il y a le minimalisme comme style de musique. Alors, il y a dans la musique électronique, il y a dans la musique orchestrale, c'est pas nouveau. Hein. Mais on va dire qu'il y a comme un renouveau, un peu avec comme des compositeurs comme Richter ou Einaudi. Et c'est toujours une image très haut de gamme, ce type de musique-là. Les personnes qui le font, l'utilisation, c'est toujours quelque chose de haut de gamme. Et c'est extrêmement épuré, hein, vraiment. Minimalisme, souvent, ça utilise très peu d'accords, très peu d'instruments. Et il y a beaucoup de répétitions. C'est vraiment réutiliser les mêmes choses et utiliser extrêmement peu de choses, presque le moins possible. Bon, après, il y a des artistes minimalistes qui, je trouve, une approche un peu, ils ont un peu pété un boulon, quoi. C'est genre utiliser deux notes, tu vois, genre ou presque un accord et deux notes, et bon, ça je valide pas, ouais. C'est un peu, ouais, c'est très conceptuel, on va dire. Ouais, ça c'est plus le minimaliste universitaire un peu perché. Mais pour ce qui est du concret, du vrai, du bien, ouais, ça symbolise aussi le luxe. Donc c'est vrai que ouais, c'est marrant que le luxe soit symbolisé par le minimalisme. Visuellement, aussi dans l'identité sonore, peut-être dans d'autres formes aussi, on n'y pense pas. Probablement vestimentaire aussi, souvent c'est... Bah oui, vestimentaire c'est très sobre, hein. Souvent, on compare souvent les nouveaux riches et les anciens riches. C'est souvent des couleurs très ternes, c'est pas extravagant, ça passe inaperçu, quoi. Et aussi une forme de minimalisme. Moi j'avais regardé un documentaire récemment
je retrouve le nom. Mais c'est un YouTuber qui justement parle des codes dans le vestimentaire. Et en fait, il décortiquait le fait pourquoi les différentes classes sociales portaient par exemple du Louis Vuitton et d'autres plus considérés comme des ultra riches, donc des personnes qui gagnent énormément d'argent, sont dans des vestimentaires très minimalistes. Je pense par exemple notamment à Mark Zuckerberg ou à Bill Gates. On dirait qu'ils s'habillent comme des sacs, hein. C'est vraiment la sensation que j'ai. Est-ce qu'ils se donnent l'impression d'être proches de nous? Peut-être que c'est ça. Ou est-ce qu'ils portent en réalité des vêtements très haut de gamme, mais qui sont dans la sobriété et ne cherchent pas à afficher une marque parce que c'est ce qu'il explique. En fait, une marque de luxe, c'est pour justement montrer qu'on a dépensé tant d'argent à d'autres personnes. Mais ces gens-là, ils s'intéressent pas à ça. C'est pas très important pour eux. Alors, pour ce qui est de Mark Zuckerberg, il est comme... comment s'appelle l'ancien président des États-Unis? Ah oui, le fait qu'il porte parce que ça l'angoissait. Ah oui, c'est Voilà, ça. c'est ça. C'est ça. Oh, putain. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. En fait, juste pour résumer très simplement, il porte, comme Obama, ouais, il porte les mêmes vêtements tous les jours. Donc, en fait, ils ont montré les photos de leur placard. Ils ont 20 fois le même jean, 20 fois le même t-shirt. Mais c'est juste que pour éviter la charge mentale de choisir le matin un vêtement, vu qu'étant donné qu'ils ont énormément de choses comme diriger à faire, comme diriger une entreprise ou un pays, ils mettent tout le temps le même vêtement, comme ça ils n'ont pas à réfléchir. Einstein faisait la même chose aussi. Tu m'as convaincu, je vais acheter tout le temps la même tenue, comme Brice de Nice, comme Titeuf et tous les personnages de BD. Mais oui, ça fait personnage de BD après, et je pense que ça peut être sympa quand t'es une personnalité pour qu'on te reconnaisse plus facilement. Comme un personnage de BD en fait. Ouais, mais si t'es déjà connu, t'as pas besoin qu'on te reconnaisse. Ouais, mais alors pour gagner encore plus en popularité et qu'on te, comment dire, ouais, ça donne un style aussi, une identité. Intéressant. Comme un costume de super-héros, sauf que là c'est un jean troué et un t-shirt. Vous me faites rire. Enfin, bah voilà, je crois que. Ça fait combien de temps qu'on parle d'ailleurs? 56 minutes. Alors, moi, il y a une question. Tout à l'heure, j'ai pas lancé là-dessus, mais sur quand tu disais les objets chers, que du coup, on veut pas utiliser pour pas les user. Parce que moi, j'ai ce problème énormément sur les objets chers et sur les objets qui ont une valeur sentimentale. Typiquement, j'ai un Opinel, c'est mon grand-père qui me l'a offert parce que j'avais pas d'Opinel, parce qu'il me fallait un couteau pour faire tout et n'importe quoi. Et en fait, comme c'est celui que mon grand-père m'a offert, j'ai pas envie de l'éclater. Alors que pourtant, c'est le couteau pour faire tout et n'importe quoi et l'éclater. Et donc j'ai plein de choses comme ça, ou des beaux vêtements, pareil, je les mets pas parce que j'ai peur de les déchirer ou de les abîmer. les Ouais. tacher. Ouais. Alors est-ce que vous avez une solution, un état d'esprit pour Renoncer. Non, mais pour des objets comme l'Opinel par exemple, tu peux ne pas t'en servir, mais le transmettre à ton tour. Ouais, C'est intéressant ça. en effet. C'est un héritage quoi. Mais ça, ouais, mais par exemple pour les vestes de costume ou les trucs comme ça qu'on met jamais parce qu'on se dit bah ça sert à rien. Bon, après il y a le côté social aussi, Mais qui met des costumes? moi. Après, je pense que ça peut. Par exemple, moi, c'est vrai que j'ai des objets sentimentaux, j'ai pas envie d'utiliser, mais je vais les utiliser que pour des moments très spéciaux. Comme ça va donner encore plus de valeur à ton objet et aussi à la manière comment tu vas l'utiliser. Parce que je pense que si tu l'utilises qu'une fois, c'est pas très grave, tu vas pas l'abîmer. Mais quotidien, tu t'en fous, tu prends un Opinel, t'achètes un Opinel et le beau couteau de ton grand-papa, bah, tu l'utilises vraiment parce que t'as un moment très spécial avec quelqu'un, t'as envie de partager, quoi. Tu l'utilises que pour ça. Moi, c'est ce que je fais pour les vêtements. Les vêtements ou les chaussures, comme tu disais, des chaussures un peu chères et tout, je les mets que pour les grandes occasions. Mais Voilà. c'est vrai qu'il y a un côté où c'est dommage d'avoir des beaux objets, de pas s'en servir, alors que c'est juste des objets. Mais bon, comme Mais c'est j'ai des pas de œuvres d'art, c'est solution. comme une œuvre d'art, tu vas pas changer de place tous les jours, parce que ça va l'abîmer ton œuvre d'art. Donc, je pense qu'après, c'est à chacun soit l'équilibre qu'on veut faire avec ses objets. Donc, Pour moi, la conclusion, c'est est-ce que cela nous donne du bonheur ou pas? À partir du moment où oui, très bien, on le fait. Sinon, bah, on le fait pas, ou on essaye de diminuer ou pas. Voilà, c'est vrai. ma conclusion là-dessus. Donc, minimaliste, pas minimaliste, utiliser des objets chers, sentimentaux ou pas. Vous voyez ce qui correspond à vous, ce qui vous fait plaisir. Et puis, je pense que c'est bien de tester aussi. Parce que
des fois on dit tiens ça peut être intéressant, donc ouais, tester ou pas. Ouais, je pense qu'en fait, il faut trouver un objectif avec le minimalisme. C'est pas une mode qu'il faut adopter. C'est vraiment, il faut avoir une raison concrète pourquoi on veut réduire le nombre d'objets, par exemple. Ça peut être ça, mais c'est pas que ça. Il y a plein de manières, plein de raisons, quoi. Ou c'est comme toutes les modes, hein, ça sert à rien de se lancer dedans juste parce que c'est à la mode ou faire le mouton ou quoi. Ouais. C'est parce qu'on y voit un intérêt. Et en fait, ce genre de choses même. Des fois, il y a des modes, ça ne devrait pas être des modes en fait, devrait juste être des modes de vie, et certains y adhèrent, certains non, et c'est juste, ça revient sur le devant de la scène, mais c'est pas un effet de mode, ah tiens, je le fais, et puis j'arrête, on adhère ou pas, quoi. Ouais, c'est clair. Et après, chacun de tester et voir si ça lui apporte de la joie, comme dirait Marie Kondo, donc voilà. Bon, bah, Bon, prochain podcast, chacun, on a vidé la moitié de notre maison. chacun, on doit vider la moitié de la maison. Objectif. Oh là là. Et on met où les affaires? On les jette? On renonce? On les donne pour des charités, il faut être pieux. Après, ouais, d'accord. Ça apporte de la joie aux autres. Ouais, je pense que ça va porter d'un jour. Imagine, je mets mon Mac donné gratuit. Là, il va y avoir de la joie, oui. Bon, bah Yo, est-ce que tu veux conclure? Dites-nous dans les commentaires si vous êtes minimaliste, si vous arrivez à vivre avec seulement 100 objets, si vous avez des objets sentimentaux ou trop chers que vous n'utilisez pas alors que c'est dommage parce que c'est des super objets. Vous êtes à Pagnan. Ça va pas, ça. Donc n'hésitez pas à nous dire vos questions, vos réactions, tout ça. Et puis semaine prochaine, Dites que Yo a une belle voix, ça lui fait plaisir. est-ce qu'on a un sondage pour la semaine prochaine? Oui, je pense Je qu'on va viens de mettre le un faire, sondage. On va mettre le sujet sur le minimalisme. Alors, on n'a pas encore les questions, mais on va le faire, je pense. Ça peut être pas mal de mettre un sondage pour tout ce qui nous écoute. Et ils sont nombreux. Minimalisme, Et nombreuses. Effet horoscope ou Et le minimalisme des écouteurs, avoir un podcast avec le moins d'auditeurs possible. On essaie de faire un podcast minimaliste ça on y arrive très bien. et on a le moins d'auditeurs possible. En plus, sinon, à chaque fois que quelqu'un écoute, ça fait tourner des serveurs, donc ça pollue. Ouais, voilà ça. Quelle est l'empreinte carbone de ce podcast? Ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas dit du tout, mais il y a l'enjeu écologique aussi avec le minimalisme, mais apparemment c'est pas notre. Ah oui, c'est vrai, on a pas Si, pensé bah, à ça. en vrai, j'y ai pensé quand on préparait, parce que moi je vais beaucoup dans les friperies, recycleries, acheter des vêtements de seconde main ou autre. Donc c'est bon. En fait, le premier avantage, c'est déjà l'avantage économique, mais il y a tout le côté éviter la fast fashion, éviter de polluer pour rien, Hmm. et c'est intéressant aussi. Et surtout le minimalisme, quand tu as moins d'objets, effectivement, ça pollue moins. Mais si tu es obligé de les acheter en plus des objets que tu avais déjà pour être minimaliste, en fait, au niveau écologique, ça sert à rien. Ça sera, ouais. Et ouais. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter, un sujet, ou on va conclure là-dessus? Bon, je pense qu'on a bien parlé. Si vous voulez, on pourra déborder une prochaine fois. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, sur les questions des auditeurs. Merci d'avoir écouté, et puis n'hésitez pas à laisser un commentaire, même un commentaire d'encouragement, ça fait chaud au cœur. Ça nous donne envie de continuer. De continuer. Pour de vrai, parce que c'est vrai que souvent, quand tu vois une personne qui débute, le fait de laisser un commentaire, souvent, elle voit tous les commentaires, donc elle répond, et souvent le retour est extrêmement chaleureux, et plus chaleureux que Qu'est-ce qu'on peut en espérer? Ouais, c'est ça, mais surtout c'est plus chaleureux que des personnes qui ont beaucoup plus d'auditeurs, là où des commentaires positifs, il y en a plein. Là vraiment, presque tu l'attends, mais c'est un encouragement beaucoup plus fort d'en avoir un quand il n'y en a pas, que d'en avoir un quand il y en a pléthore. Mais minimalisme des commentaires. Le minimalisme des commentaires, c'est aussi très bon pour la santé et la charge mentale. Donc, s'il vous plaît, faites le minimalisme aussi. Faites en sorte que l'espace commentaire ne soit plus minimaliste. Bon, merci à tous et puis salut. Merci. Ouais.